Voilà, je vais présenter une vue générale de tout ce qu'il faut retenir sur la cellule. Donc on commence avec des généralités, c'est-à-dire la définition de la cellule, qu'est-ce que c'est que la cytologie, l'étude de ce qu'il y a dans la cellule, quelles sont la taille, les formes, qu'est-ce qu'elles contiennent, les principes de fonctionnement, euh, combien il y a de cellules, combien il y a de types de cellules dans le corps, combien souvent les cellules se renouvellent, combien on a de chromosomes, etc., etc. Des choses de base. Ensuite, on va parler ben, des prokaryotes et des eucaryotes. Les prokaryotes, ce sont en gros les bactéries et les archéas. Les eucaryotes, ce sont toutes les cellules qui ont un noyau, qui ont de réticulum endoplasmique, qui ont des mitochondries à l'intérieur, qui ont un appareil de Golgi, qui ont une membrane qui est capable de faire la phagocytose et des choses comme ça. Il y a deux types d'eucaryotes, les eucaryotes unicellulaires qu'on appelle les protozoaires. Et là, on a par exemple quelques beaux exemples de protozoaires, comme ici la Giardia lambda qu'on voit dans notre, qui est un parasite de l'estomac, du tube digestif, un actinette, ici un petit trypanosome. Ils sont très jolis, très très intéressants. Et puis on a l'évolution. Comment est-ce qu'on est arrivé à avoir des prokaryotes, des eucaryotes, des animaux multicellulaires? Alors on sait que la Terre elle a 4,5 milliards d'années, euh, et qu'au départ on trouve des fossiles vers 2 milliards d'années. Comme ça. Et les premiers c'était des bactéries hétérotrophes qui pratiquaient la fermentation. Donc des bactéries qui bougeaient et qui faisaient la fermentation pour donc il n'y avait pas de photosynthèse. Puis il y a eu ensuite la photosynthèse. Photosynthèse qui à partir de CO2 et l'H2O produit du sucre et de l'oxygène. Et donc, on a eu production d'oxygène de plus en plus. Au début, on a précipité le fer en oxydant le fer. Donc, c'est pour ça qu'on trouve des couches de fer au fond des océans. Qu'on a, tous les gisements de fer viennent de là. Et puis, on a, à un certain moment, on a saturé tout ça. On a saturé tout le fer et donc, ça a commencé à diffuser dans l'atmosphère. Et donc, il y a de plus en plus d'oxygène dans l'atmosphère. L'atmosphère, c'est en principe un poison c'est pas métabolisable. Il a fallu que la vie trouve le chemin de comment utiliser l'oxygène. Et c'était la photosynthèse. Et donc, les premiers animaux qui font de la photosynthèse sont les cyanobactéries, qui, à partir de 2 milliards d'années, règne en maître dans les océans et parce que la température de l'eau dans la Terre se stabilise vers 22 degrés. Bien sûr, il y a des épisodes extrêmes. Donc, au départ, euh, on a de plus en plus de production d'oxygène. Cet oxygène, il sature dans l'atmosphère. En haute atmosphère, il va produire de l'ozone, bombardé par les ultraviolets. Et cet ozone va protéger la couche d'ultraviolet, va protéger les ultraviolets, et donc va rendre possible le développement de la vie terrestre. Donc la vie va commencer à sortir des océans pour aller vers les marais, les marécages, les vases et l'air en fait. Et donc on a bactéries aérobies, des bactéries aérobies parce elles, euh, elles font de la respiration aérobie. Elles utilisent l'oxygène pour produire une espèce d'an- d'ancêtre de ce que font les mitochondries, le cycle de Krebs. Et donc petit à petit, on a eu le développement de la respiration aérobie, et à ce moment-là, l'oxygène dans l'atmosphère a pu se stabiliser à 21% à peu près.
à partir de 1,5 milliard d'années. Euh, il y avait des instruments de locomotion comme le flagelle qui sont apparus. Euh, voilà, la couche d'ozone. On commence à voir apparaître une autre espèce de bactéries, cousines des bactéries, qui sont des archéas. Voilà, qu'on trouve énormément de variétés d'archéas. Ils ont ces flagelles pour se déplacer. Ils sont extrémophiles. Ils peuvent se développer dans des conditions absolument extrêmes de température ou d'acidité. Et puis, petit à petit, on voit apparaître des ébauches, des ébauches d'eucaryotes. C'est-à-dire que il y a les croûtes de membranes qui se forment dans le milieu, dans les vases, dans l'eau, etc. Et viennent s'y réfugier des, des bactéries qui sont de plus en plus spécialisées et qui travaillent en communauté. Par exemple, on a des qui font de la respiration aérobie et d'autres qui font de la photosynthèse. Donc ça va bien ensemble, ça se complémente, ça vit sous le même chapiteau, si on peut dire. Et donc ces communautés peuvent se reproduire, si on peut dire, ou se reformer. Et donc on peut avoir comme ça des premières ébauches d'ancêtres d'eucaryotes. Évidemment, on a des communautés, donc ces communautés sont en concurrence pour les ressources de l'environnement, et ça pourrait expliquer le développement des virus, qui sont en fait véritablement des armes, pouvaient être comme des armes à utiliser entre ces communautés. Les virus qui attaquent les bactéries, qui attaquent, qui perforent le plasma, qui vont délivrer du matériel génétique et se faire reproduire. Euh, on voit aussi apparaître la phagocytose, on voit apparaître les structures du noyau, et donc à ce moment-là, on voit ça apparaître véritablement des cellules eucaryotes. Puis on a les virus. Les virus, on peut pas les classifier comme êtres vivants puisqu'ils se reproduisent pas eux-mêmes. En fait, ils se font reproduire par les autres. Par contre, ils sont pas cellulaires, hein. Ils ont un capsid qui contient de l'ADN ou de l'ARN avec certaines protéines dont ils ont vraiment besoin, et ils piratent les ressources euh, des autres cellules, hein. Ils sont les mieux adaptés à notre planète parce qu'ils se développent extrêmement rapidement, puisque une infection d'un virus peut tout de suite générer des centaines, voire un millier de virus, et comme ça, donc, se reproduisent à très grande vitesse. Ils sont donc ils se croissent extrêmement rapidement, ils sont extrêmement abondants et ils présentent une énorme biodiversité. Hein, il y en a des petits, il y en a des gros, enfin, on a des virus qui sont assez grands comme l'Ebola. On a des extrémophiles, ils s'adaptent on en trouve dans des conditions absolument incroyables comme les circuits primaires de centrales nucléaires. On en trouve évidemment dans notre tube digestif. Ce sont en quantité notre première, les principaux parasites commensaux de notre flore intestinale, hein. Ça s'appelle notre virome. Euh, le réservoir génétique est énorme parce que rien que pour la flore intestinale, ça représente 3 millions de gènes. Alors que nous, on a à tout casser 25 000 gènes. Et en fait, l'évolution de l'être humain s'est faite l'évolution de l'être humain et des espèces s'est faite grâce aux virus. Parce que les virus ont cette capacité d'aller euh, venir s'insérer dans le génome des cellules hôtes et de rester à l'état dormante et donc de faire des opérations et donc d'y amener leur matériel génétique. Et comme eux, ils ont 3 millions de diversité et que nous, on a 25 000, c'est vite vu. Ils ont servi à nous faire évoluer, à faire évoluer l'espèce humaine, euh, à accélérer l'évolution de l'espèce humaine. On a donc coévolué avec les virus. Les virus sont très riches en formes géométriques, hein. C'est vraiment des artistes au niveau de la géométrie moléculaire, comme on le verra dans la partie sur l'infection et épidémiologie. Donc ça, c'est pour la première partie de la cellule. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans une cellule. Donc, on a la vue générale, hein, tout.
le schéma d'une fonction de la membrane, les mitochondries, les filaments intermédiaires, les filaments d'actine, les microtubules, la réticulum endoplasmique rugeux, le réticulum endoplasmique lisse, les Golgi, lysosomes, peroxysomes, les vésicules de sécrétion, et j'en passe. Hein, ça va dépendre d'une cellule à l'autre. On a à peu près 200 types de cellules différentes dans le corps. Donc la première chose que l'on va voir, en fait, c'est le premier composant de la cellule, le plus important, c'est que la cellule est faite avec des membranes. Donc on va regarder un peu les membranes. La membrane plasmique. Alors la membrane plasmique, c'est cette fameuse bicouche lipidique, hein, avec du cholestérol, avec des protéines qui vont le transporter, des protéines qui vont pointer d'un côté vers l'extérieur ou vers l'intérieur, avoir des protéines transmembranaires. Et puis les bicouches lipidiques, c'est parce qu'il y a les phospholipides. Voilà, un phospholipide, une partie hydrophile, une partie hydrophobe. Les parties hydrophobes se mettent ensemble. Euh, Le cholestérol sert à faciliter la mobilité latérale des molécules sur la surface de, de la couche lipidique. Ça, c'est une photographie au microscope électronique. Alors évidemment, la membrane est pratiquement imperméable à tout, sauf au gaz, à l'alcool et aux toutes petites molécules. Hein, mais sinon, l'eau, elle passe pas. Enfin, ça met 1 heure pour faire passer de l'eau à travers une membrane. Le glucose, il faudra 14 heures. Pour faire passer des ions, il faudra attendre 2 ans si on ne fait rien. Les molécules polaires chargées, telles que les acides aminés, le glucose, l'ATP, aussi, il faudra attendre plus de 2 ans. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est pour ça que les protéines les membranes ont des protéines transmembranaires pour contrôler, la diffusion des éléments, hein. Par exemple, on a des protéines canales, on a le mécanisme de diffusion. On peut avoir la force évidemment qui va faire diffuser, c'est le gradient. S'il y a plus d'un côté que de l'autre côté, le différentiel de concentration. Puis s'il y a un différentiel de concentration et puis qu'il y a un canal, une protéine canal, ça va diffuser. Ou si ça peut diffuser, ça va diffuser. Et puis on a du transport actif ou qui vont nécessiter de l'énergie. Hein. On a une protéine qui change de conformation avec un apport d'énergie pour faire transporter un élément à travers la membrane, ou bien une protéine simplement qui change de conformation pour laisser passer en une substance. Les protéines membranaires peuvent être de différents types. On a des protéines transmembranaires, on a des hélices alpha qui font des espèces de tonneaux, on a des protéines qui sont attachées à à, à des phospholipides de surface. On a des protéines qui ont des grandes, euh, des protéines qui contiennent des grandes euh, parties extracellulaires, qui sont véritablement des antennes, des antennes polysaccharidiques, comme par exemple les immunoglobulines. On a des protéines du côté externe, des protéines du côté interne, avec différents types. Il y a des protéines qui sont accrochées à des protéines ou des protéines qui sont accrochées à des phospholipides. Le potentiel transmembranaire, c'est-à-dire pardon, quelles sont les forces en jeu, évidemment, pour permettre le transport transmembranaire. Les forces en jeu, c'est important. Et la diffusion, hein, s'il y a un différentiel, s'il y a plus de Na à l'extérieur qu'à l'intérieur, il va avoir tendance à essayer de rentrer. Même chose, s'il y a plus de potassium à l'intérieur qu'à l'extérieur, il va avoir tendance à essayer de sortir par simple diffusion. L'osmose, c'est une force très intéressante, c'est-à-dire que l'osmose, c'est la propension qu'a un soluté à se faire entourer par des molécules d'eau. L'eau a cette espèce d'instinct maternel, si on veut, d'entourer les ions. Euh, donc on a toujours des milieux qui sont hypertoniques et des milieux hypotoniques. Par exemple, si on prend une racine, une racine, simplement une racine,
eh bien alors elle contiendra plus de d'ions dans son cytoplasme que l'extérieur de la cellule d'une cellule de racine. Et donc l'eau qui se trouve sur les acides argilo-humiques du sol va avoir tendance à pénétrer du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique, donc du milieu qui est moins concentré en ions à un milieu qui est plus concentré en ions. Voilà. Et on a aussi, comme troisième force, en plus de donc, des différences de concentration, l'osmose, on a les charges, la force électrostatique. La force électrostatique, ben, évidemment, c'est que les charges de signe opposé s'attirent, les charges de même signe se repoussent en fonction inverse du carré de la distance. C'est la loi de Coulomb. Évidemment, en combinant ces trois forces, on a euh, on obtient en fait le potentiel de membrane. Le potentiel de membrane qui a été mesuré in vitro sur le neurone de Calamar, c'est moins 70 millivolts. Donc on est plus négatif à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cependant, dans les molécules in vivo, dans les cellules in vivo, chez l'être humain, on est entre moins 30 et moins 20, moins 30, moins 50 millivolts. Moins 50 millivolts, c'est le meilleur potentiel pour, euh, pour l'énergie de la cellule. Hein. Avec un tel potentiel, la cellule peut commencer à faire une mitose, à se diviser en fait. Et ici, c'est tout le travail qui a été fait sur les pompes sodium-potassium qui sont en jeu euh, dans la transmission neuronale, hein, le long des axones. Et en fait, c'est parce qu'il y a des pompes, et on voit ici, ça, ces trois slides, ça représente plus de 45 années de travail, donc c'est intéressant juste de regarder le résultat final, qui est en fait la compréhension du mécanisme d'échange, on fait rentrer 3 sodium, on fait sortir 2 potassium, et c'est une protéine qui change de conformation, et en même temps, c'est une protéine que ça va coûter en ATP, donc on va hydrolyser l'ATP en ADP plus PI, et donc on a un petit film ici qu'il faut absolument regarder. Il est très court, il dure 15 secondes. Faut le passer faut le passer au ralenti. Et là, tout, pratiquement, ce qui est intéressant, énormément de ce qui est intéressant dans la cellule est visible là. C'est résumé sur ces 15 secondes. Ça vaut vraiment la peine. Les ions, alors, et là on voit différentes concentrations. On voit qu'il y a beaucoup plus de sodium à l'intérieur à l'extérieur qu'à l'intérieur, et du potassium à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le sodium et le potassium, et le chlore, c'est eux qui s'occupent, avec les anions protéiques, c'est eux qui s'occupent à régler un petit peu le potentiel de membrane, à dire pourquoi on est plus négatif légèrement dans la cellule qu'à l'extérieur. On verra que le calcium et le magnésium, c'est plutôt des régulateurs. Hein. Ils ont des concentrations beaucoup plus faibles et leur différence entre l'extra et intracellulaire est, est notoire par rapport à la concentration. Hein, le magnésium, pareil. Hein. Magnésium, très important, notamment pour la respiration aérobique dans les mitochondries. Et puis on a cette toute petite fine quantité minuscule de H+. L'H+, c'est ce qui mesure l'acidité. Hein. Et donc c'est évidemment la régulation du pH qui va être extrêmement fine et importante. Quelles sont les fonctions de la membrane plasmique? C'est une barrière physique, communication intercellulaire, contact cellulaire, marquage d'identité cellulaire avec les immunoglobulines, qu'on verra dans l'immunité, la transmission vibratoire, parce que évidemment une membrane c'est comme une peau de tambour, ça fait des motifs, ça c'est lié à la cymatique, et puis on a même un signe unique sur les cellules. Et puis c'est aussi un support pour l'eau de contact, c'est-à-dire que l'eau se comporte au contact des membranes complètement différent de si elle est comme ça en liberté dans un volume. Et donc justement, c'est la partie suivante, c'est l'eau cellulaire. C'est que l'eau, si on considère l'eau l'eau si on considère que c'est seulement les liaisons hydrogènes entre oxygène d'une molécule d'eau avec un hydrogène de la molécule d'eau voisine qui passe par là, qui est en jeu, s'appelle liaison hydrogène ou lien Van der Waals.
Et là, ça pourra pas justifier du fait que l'eau est liquide à température et pression ambiante. Parce que l'eau est absolument trop légère. Donc, en fait, pour que l'eau soit liquide, en fait, il faut quelque chose de spécial. Et ce quelque chose de spécial, ça s'appelle les domaines de cohérence. C'est-à-dire que c'est parce que l'eau interagit avec le vide qui la contient, hein, en effet de plus de 99,9999999% de vide, mais ce vide n'est pas vide, ce vide, il est en permanente ébullition. Et il contient en fait des ondes de torsion. Donc, on est bombardé de neutrinos en permanence, en fait, et le sous-produit. Et donc, en fait, c'est ça qui va interagir, qui va exciter, en fait, euh, les électrons dans les orbitales des, des oxygènes, et qui va faire que l'eau, en fait, se trouve sur un support qui est le vide en ébullition, et qui contient de l'information, qui contient les ondes de torsion. Et donc, l'eau va se mettre à vibrer comme si on met 100 diapasons ensemble sur une table et qu'on les démarre au hasard tous, ils vont finir tous par se mettre au diapason. Et en fait, les molécules d'eau vont se mettre au diapason dans une espèce de grosse microbulle qui contient 1 million de molécules d'eau et qui constitue un domaine de cohérence. Et dans ce domaine de cohérence, les molécules d'eau sont toutes au diapason, c'est-à-dire elles ont elles dansent en phase, si on peut dire. Elles font une chorégraphie où de temps en temps, elles font des petits smacks ou des petits mamours avec des liens hydrogènes. Et ça augmente la fréquence, en fait, des liens hydrogènes et la régularité des liens hydrogènes. Puis c'est fait avec une fréquence particulière qui est caractéristique de ce domaine de cohérence. Et donc ça va faire que on va garder en fait, on va chourer au vide des particules qui vont maintenir cet, effet de, de diapason, d'effet de diapason, cet effet d'harmonisation entre les molécules d'eau dans cette microbulle. Et cette microbulle constitue vraiment la structure de base de l'eau intracellulaire. Et c'est la plupart de l'eau intracellulaire faite comme ça et sont des microbules qui ont une fréquence particulière. Et c'est ça qui va en fait gérer, puisque ce sera en fait le milieu ambiant dans lequel se trouveront les enzymes et dans lesquels se produisent les réactions chimiques. Les réactions chimiques dans les enzymes, qui sont catalysées par les enzymes dans leur site catalytique, qui se trouve au contact ou baigné dans l'eau, en fait, d'un domaine de cohérence qui a sa fréquence caractéristique. Et donc, toute la séquentialité des réactions chimiques dans une cellule est une cascade de fréquences dans des domaines de cohérence qui se passent, en fait, ils fonctionnent de façon très harmonique. Donc, en fait, une cellule fonctionne vraiment comme un concerto de domaines de cohérence avec toutes leurs fréquences caractéristiques et qui lisent et qui écrivent dans le vide. C'est un peu spécial, mais c'est vraiment de la biophysique moderne. Alors évidemment, il y a un aspect qui est un aspect qu'on appelle la cinématique, la cinématique. C'est l'étude de la relation entre le son et la forme. Vu que ce soit l'eau intracellulaire ou que ce soit les membranes, la cinématique va être tout le temps présente, c'est-à-dire que n'importe quel son, n'importe quelle vibration est associée à une fréquence. Et on voit ici, par exemple, ça c'est une vue euh, de la molécule d'ADN, une vue à travers le centre de la molécule. Et là, c'est une vue longitudinale, quoi. On a les deux hélices comme ça on a une vue transversale, et puis là, on a une forme caractéristique de cinématique. C'est-à-dire, si on met, par exemple, du talc sur une, une plaque en fer et qu'on joue de la musique à côté, on va voir que ça va adopter des tas de formes qui s'appellent la cinématique. Il y a des tas de sites qui sont mentionnés dans les notes du cours et qui montrent la cinématique. On a ici le cil unique aussi, c'est à la transmission vibratoire et
est en relation avec les centrosomes de la cellule. Alors, on a fait la partie sur l'eau ici, membrane OIO, O-ion. On va maintenant voir vite la biochimie. La biochimie, qu'est-ce qu'on a vu? On a des chemins réactionnels euh, principaux, hein. On a les voies des glucides, des lipides, des protéines, des acides aminés, l'énergétique cellulaire, euh, les hétérocycles, toutes les réactions biochimiques qui ont lieu dans la cellule sont synthétisées ici. On voit qu'il y en a qui se passent dans le cytosol, mais beaucoup se passent et trouvent leur carrefour et leur centre de gravité, leur centre dans les mitochondries, c'est qui sont symbolisés ici. Alors, la réaction biochimique, eh bien, ça fait intervenir les orbitales, hein. On sait que, par exemple, ici, le carbone, c'est important de savoir que le carbone, il peut être sous forme, comme le CH4 ici, forme de chaise. Ou alors ici, on a le CO2. Le CO2, il sera sous forme, hein, le CO2, le carbone de liaison sera sous forme de boudin, en fait, hein. Les orbitales seront plates. Les orbitales, c'est la probabilité de trouver un électron. Et donc, il faut deux électrons de spin inverse dans une orbitale. Et ça, c'est le CO2. Le CO2, en fait, le CO2, c'est une forme moins énergétique des orbitales de carbone que le CH4. En fait, lorsque on fait de la photosynthèse, on va produire du glucose qui a des atomes de carbone qui sont en forme chaise, en forme comme CH4, qui sont plus énergétiques, et c'est cette énergie-là qu'on va récupérer quand on va faire la respiration aérobique. Et donc la respiration aérobique qui est exactement l'inverse de, de la photosynthèse en fait. Hmm. Et ici on voit la molécule d'eau, ok, hein, on a O, H, H, et ici on a deux orbitales comme ça qui sont à disposition, hein, pour participer à des liens hydrogènes. Alors, ici, voilà, ici le O2, voilà, O2 c'est plat, hein, c'est une liaison plate. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oxydoréduction? Donc, en oxydant, c'est quelqu'un qui va chourer un électron, qui va demander un électron, qui est en manque d'électrons. Un réducteur, c'est quelqu'un qui est susceptible de se faire piquer un électron. Hmm. Il y a des réactions, du point de vue thermodynamique, il y a des réactions qui sont endergoniques et des réactions exergoniques. Une réaction endergonique, c'est une réaction qui nécessite de l'énergie pour se produire. Il sera fourni sous forme d'ATP, hein, d'ATP qui devient ADP plus PI. Et il y a les réactions exergoniques, qui sont des réactions qui fournissent de l'énergie. Et donc, on va en profiter pour qu'une réaction exergonique permette de produire, d'être utilisée pour fournir de l'ATP à partir d'ADP plus PI. Ensuite, on a les enzymes. En fait, les protéines sont, la plupart des protéines que nous produisons sont des enzymes, c'est-à-dire elles catalysent des réactions qui autrement se produiraient pas. On a l'adénosine triphosphate, l'ATP, hein, donc je symbolise ici, hein, c'est la molécule qui contient l'énergie, où on stocke l'énergie nécessaire pour réaliser des réactions qui sont endergoniques, c'est-à-dire qui ont besoin d'énergie. Mhm. On a les enzymes sont les protéines, d'accord. Les coenzymes, en fait, sont en général c'est les vitamines, c'est-à-dire c'est tout ce qui sert à, à être ajouté aux protéines pour qu'elles aient un site actif qui fonctionne. Ici, on a le NAD. Ici, on a voilà le fameux cytochrome avec l'atome de fer au milieu. Hein, on a ici la vitamine B12, hein, qui fera un excellent noyau porphyrique pour faire un site actif dans une protéine. Ok. On a le coenzyme A, la vitamine B5. Voilà. Et évidemment, on en donne où trouver ces protéines. Voilà. Pour les enzymes, les glucides. Les glucides, en fait, oui, il y a le glucose, la formule du glucose.
Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le glucose, C6H12O6, c'est pas une molécule plate, hein, c'est une molécule en forme de bâton. Là, c'est un peu on voit ici que on a ici deux carbone-carbone. Là, ça descend. Là, ça monte. C'est tous des carbones qui ont des orbitales de type CH4, hein. Donc, c'est pas plan. Donc, ça, c'est riche en énergie. Et le travail de trouver l'énergie de ça, ça va consister à casser tout ça pour faire du CO2 avec, hein. Alors, évidemment, comme le glucose, ben, il a des groupements OH dedans, hein, il va avoir tendance à se faire entourer d'eau. Donc, s'il est tout seul dans la cellule, il va avoir se faire entourer par de l'eau, par osmose, et donc ça risque de faire éclater la cellule. Pour que la cellule n'éclate pas, eh bien, le, on compacte le glucose en glycogène. C'est-à-dire qu'on va assembler le glucose en glycogène. Mhm. Là, glucose, ça va donner du glycogène. Ce qui fait que c'est plus compact et donc c'est moins susceptible de faire éclater la cellule par osmose, puisque l'eau aura du mal à entourer ça. Et donc, euh, on a deux réactions qui s'appellent la glycogénèse quand on rajoute du glucose à un glycogène, c'est la glycogénèse, et quand on enlève du glucose à la glycogène, c'est la glycogénolyse. Voilà. Et, euh, voilà, donc on a fait les enzymes, les tanines, les coenzymes, ici, les acides aminés. Là, on s'accroche un peu. On a les acides aminés, ce sont un carbone avec NH et CO. Voilà. Et en fait, il y en a des acides aminés lévogyres, des acides aminés dextrogyres. Dans la biologie, s'ils sont fabriqués biologiquement, ils seront toujours lévogyres. Lévogyres, dextrogyres, c'est les images dans un miroir. Ça s'appelle des énantiomères. Voilà. Et ensuite, on va avoir les acides aminés ensemble. Et ils forment ils forment des liaisons peptidiques. Et les liaisons peptidiques, ça va former. Le mieux, c'est de se référer ici au modèle 3D dont j'ai mis le lien ici, hein. Comme ça, on voit très bien qu'est-ce que c'est qu'un acide aminé. Là. Maintenant, on va former un lien peptidique entre deux acides aminés. Donc là, on a tous les acides aminés. Et puis, on a ici le lien peptidique, c'est lorsque on va relier deux acides aminés ensemble. Alors voilà, le lien peptidique, il est ici, pardon. C'est le CO et le N du suivant. Donc ici j'ai C alpha N. Ici j'ai donc CO N. Et là j'ai le C alpha du suivant. Et là j'ai mon C alpha. Attends, j'ai mon C alpha, CO N ici. Et là j'ai le C alpha du suivant. Donc, ici j'ai un acide aminé. Et là j'ai le suivant. Ici, j'ai mon résidu qui est là, j'ai mon carbone alpha, mon carbone de CO, et là j'ai mon N qui va lier au N du suivant. Là, c'est le C alpha du suivant, avec son résidu qui pointe vers le haut, et euh, son O il y aura donc le prochain lien peptidique qui sera là. Donc en fait, c'est un peu comme des petits plans, comme si on avait des lames de rasoir qui seraient tenues par un point les unes aux autres, avec des possibilités de faire des angles, mais sans beaucoup de liberté de mouvement. Et quand on assemble tout ça, eh bien, on va pouvoir obtenir des structures qui sont stables, des structures qui s'appellent les feuilles plissées bêta. Voilà, ici on a les liens peptidiques
avec les chaînes latérales qui pointent alternativement vers le haut et vers le bas. Et puis on a les chaînes qui sont antiparallèles, qui vont se stabiliser parce qu'il y a des ici O et H, H, O et H, O et H, O et H sont des liens hydrogènes qui vont stabiliser cette forme-là. On peut avoir des liens feuilles plissées bêta antiparallèles et des feuilles plissées bêta parallèles. Voici encore une illustration de la même chose. On a ici un feuille plissée bêta antiparallèle où on a le groupe résiduel qui va pointer alternativement vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Ça va donc faire des surfaces le long des feuilles plissées bêta qui vont permettre au polypeptide de trouver sa forme. Ce qui est très important, c'est qu'au final, donc on a les feuilles plissées bêta, on a les hélices alpha, où ça c'est une autre configuration de la chaîne polypeptidique qui est stable, avec les chaînes résiduelles qui vont pointer vers l'extérieur. Les chaînes résiduelles, ce seront tous ceux qu'on a ici, qui sont mentionnés ici, et que l'on peut accéder sur le modèle 3D ici. Donc là, on aura voilà, tous les... Ça vaut le coup de les passer vite en revue pour s'habituer comme ça, pour ça, juste pour le plaisir de manipuler ces objets en 3D et de reconnaître un petit peu. Et nous allons continuer. On a donc les feuilles plissées bêta parallèles, antiparallèles, les hélices alpha, et donc ça constitue la structure secondaire des protéines. Et la structure tertiaire, c'est comment tout ça. Donc cette structure secondaire, c'est là où on formait les hélices alpha, des feuilles plissées bêta et des coins. Il faut aussi dire que, en plus, les chaînes résiduelles peuvent s'associer entre eux pour faire d'autres liaisons chimiques. On peut faire des ponts disulfides entre deux soufres. On peut faire des liens covalents de type peptidique entre des chaînes latérales. On peut faire des liens hydrogènes de ce type-là, de ce type-là, de ce type-là. On peut même avoir des ions qui assemblent deux oxygènes ensemble. Voilà, on peut avoir toutes ces liaisons qui soient non covalentes ou covalentes. Covalente, ça veut dire qu'il y a une réaction chimique. Tandis que ici, les liens hydrogènes et non polaires et ioniques sont des réactions beaucoup plus faibles, qui n'ont pas le caractère d'une liaison chimique, en fait. Et on peut trouver en ligne la base de données des protéines, qui est toujours très intéressant. Donc, on va chercher, par exemple, une qu'on a vue récemment. Je sais qu'on avait vu dans le cerveau, on a vu un truc, le Brain BDM, je sais pas. Brain D, je crois que c'est M, je suis pas sûr. Peut-être. Non, non. Ça, c'était pas ça. On va prendre, par exemple, l'ocytocine. C'est un polypeptide, l'ocytocine. Voyons voir. Voilà, un polypeptide. L'humain, ça c'est le récepteur de l'ocytocine. Bon, voilà. Le récepteur de l'ocytocine, voilà. Joli. En 3D, voilà. Et on peut voir les trucs en 3D, on peut les manipuler en 3D, hein. On a toujours Explore 3D, voilà. Toujours très bien. Donc on voit qu'il y a des hélices alpha ici. Superbe feuille plissée bêta ici organisée comme ça. C'est presque une spirale, hein. Très joli. Donc c'est l'ocytocine c'est le récepteur de l'ocytocine, cette fameuse molécule qui est la molécule de l'attachement et de l'amour, qui est vraiment une très bonne hormone en fait. Et acide nucléique. Donc on finit avec les protéines, les acides nucléiques. Évidemment, là on a les bases, purines et pyrimidines, donc adénine, guanine, qui sont les purines, et les pyrimidines, qui sont la cytosine, thymine. Quand on est dans le ARN, ça s'appellera l'uracile à la place de la thymine, parce qu'il y a juste une petite différence ici, que l'on voit ici. Hein. Là, c'est la thymine, et là, c'est l'uracile. Donc, uracile, c'est dans le RNA.
Et donc on a ces cinq, on a ces bases azotées qui vont être associées, soit à du ribose, soit à du désoxyribose. Si c'est associé à du ribose, on voit que c'est le cycle en 5 carbones. Hein. Ribose et désoxyribose, ben voilà, ici le désoxyribose, on fait son oxygène, c'est pour ça. L'acide désoxyribonucléique, c'est l'ADN. Donc les grandes hélices d'ADN sont faites avec du désoxyribose, tandis que la RN, comme l'ARN messager ou l'ARN de transfert, ça va être composé avec du ribose. Et donc on a en fait ces bases azotées qui vont s'associer pour faire des acides avec des riboses, pour faire des acides nucléiques. Par exemple, ici on a euh, une cytosine qui s'est associée avec un ribose, ça fait une cytidine. Et donc on a ensuite le lien phosphate. Alors regardons d'abord l'adénosine. Ici on a quelque chose qu'on connaît déjà, donc c'est bien. Et ici on a un ATP, adénosine triphosphate. Adénosine, adénosine, phosphate 1, 2, 3. Ah, et ben lui, il va venir servir à faire de l'adénine ici. Ici, on a de la guanine, ok? Et là, on a de la cytosine. Adénine, guanine, adénine, guanine, cytosine. Et on a encore la thymine. Voilà. Et ici, on voit on a une guanine et une thymine qui s'associent ensemble grâce à ces liens hydrogènes ici, et une adénine et une guanine, une adénine, une adénine thysine, guanine cytosine, pardon. Cytosine, guanine, adénine, thymine. On voit ici les liens hydrogènes qui vont stabiliser ça. Ça va faire les marches de l'escalier, en fait. Si on regarde bien le modèle, il faut toujours se taper les modèles, parce que sinon on ne comprend rien. On a ici l'hélice alpha. On voit qu'on a des escaliers. On a une hélice qui va tourner dans un sens et l'autre hélice qui va tourner dans l'autre sens. Au milieu, elles vont se rencontrer et former des liens hydrogènes où elles vont s'accoupler l'adénine, thymine et guanine, cytosine. Or, il y a quelque chose qui est très important, c'est que dans les cycles, on a des cycles ici, les électrons tournent. Comme les électrons tournent sur un plan, perpendiculairement à ce plan, il va y avoir des magnétrons, un champ magnétique qui va être fourni dans un sens par rapport à une hélice et dans l'autre sens par rapport à l'autre hélice. Donc c'est comme si on avait deux TGV, de trains d'ondes d'ondes magnétiques, de pétarades de magnétrons qui vont se croiser comme si deux trains TGV à grande vitesse se croisaient comme ça euh, sur un chemin de fer. Et ça va faire l'explosion du biophoton. Alors évidemment c'est beaucoup de choses, je suis d'accord. Biophysique de l'ADN, c'est ce qui va nous parler de, justement, on a dans ces noyaux ici, on a des électrons qui tournent, là où on a des électrons qui tournent, on a des magnétrons qui sont éjectés perpendiculairement en champ magnétique. Voilà. Et donc ça va faire que on a, c'est à l'origine des biophotons. Donc en fait l'ADN a deux fonctions, une fonction qui est de coder pour des protéines parce qu'il y a le code génétique, on a des triplets de en codon, c'est un triplet, c'est trois paires d'acides nucléiques qui vont faire que on se peut spécifier pour un acide aminé. C'est la fonction principale de l'ADN et l'autre fonction, c'est de produire des biophotons. Ces biophotons qui sont euh, liés au fait qu'il y a sans cesse des ondes longitudinales qui vont parcourir l'ADN et qui en se croisant vont faire dérailler en fait ces biophotons. Il y a à peu près 100 000 par unité de temps qui sont produits dans la cellule, comme il y a 100 000 réactions biochimiques qui se produisent dans la cellule, comme il y a 100 000 domaines de cohérence dans une cellule. Évidemment, cette identité 100 000, 100 000, 100 000, c'est ce qui a conduit à travaux, à la découverte en fait du rôle des domaines de cohérence et du rôle des biophotons
en tant que gouverneur de toutes les réactions biochimiques qui se passent dans la cellule. Il va falloir donner la fréquence caractéristique pour enclencher une réaction dans un site catalytique à un endroit donné, à un moment donné. Et tout ça, évidemment, ce sont des cascades de réactions en chaîne où il y a très peu de perte d'énergie. Et donc, on a aussi l'ADN, on sait qu'il se reploie. Hein, il y a 6 niveaux de reploiement. On a ici l'ADN tout long, et puis il va venir s'enrouler 2 fois sur des cystines dans un sens, puis dans l'autre sens, puis dans un sens, puis dans l'autre sens. Ceci ensuite va s'enrouler, ces enroulements vont s'enrouler sur eux-mêmes. Ces enroulements-là vont faire des espèces de lacets comme ça, qui vont faire en fait des espèces de Scooby-Doo, pour finalement, avoir les chromatides sœurs, donc les deux, un chromosome, c'est 2 chromatides sœurs, l'une venant de chacun des parents. Euh, Ensuite, on a donc ces biophotons en fait sont un bouquet multifréquentiel de de fréquences qui sont envoyées par ces trains d'ondes qui parcourent l'ADN. L'ADN fait 1,20 m dans chaque cellule. C'est divisé en 46 chromosomes. Ça fait 46, 1,20 m divisé par 46, ouais, ce qui sont des ADN oblongs. Hein. L'ADN, en fait, donc ça, c'est l'acide nucléique, c'est l'ADN et l'ARN. Euh, L'ARN, on en rencontre de nombreux types. On a 47 types différents d'ARN. Mais les deux plus connus, c'est l'ARN messager, qui va permettre de transcrire les gènes qui sont dans l'ADN en ARN messager. Et cet ARN messager va être transporté en dehors de la cellule, en dehors, pardon, du noyau, pour rentrer dans le cytoplasme et venir s'enfiler dans les ribosomes. On va voir à l'instant les ribosomes qui sont responsables de la synthèse des protéines, c'est-à-dire la traduction des gènes en protéines. Alors, donc, la synthèse des protéines, voilà, on arrive ici. Voilà le ribosome, voilà le ARN messager qui vient s'enfiler dans le ribosome, voilà le mécanisme pour faire des polypeptides et donc des protéines. Voilà ici l'alphabet, hein, le langage, le code génétique, qui fait que 3 acides nucléiques vont pouvoir déterminer, avec beaucoup de redondance, parmi le choix d'un acide aminé parmi 20. On a 20 acides aminés dans les protéines, on a plus d'acides aminés dans le vivant, mais on en a 20 qui sont utilisés dans les protéines. On a des codons start, ici, et des codons stop. Donc on peut démarrer une lecture et un polypeptide et on peut l'arrêter. Le polypeptide va ensuite se reployer en hélice alpha, on fait hélice bêta, etc. Il va être aidé par des protéines qui servent un peu à aider ce reploiement, mais ce reploiement, il est prédictible, on peut le prédire de façon informatique parce que ce sont les groupements hydrophobes et hydrophiles qui vont essayer de s'associer de la meilleure façon pour éviter au maximum le contact des groupements hydrophobes avec l'eau et maximiser au maximum les contacts des groupements hydrophiles avec l'eau. Ici, on a un mécanisme qui s'appelle la translocation, c'est-à-dire qu'il y a ici on a un ribosome, ici on a un ARN, on va lire une séquence de polypeptides, et si par exemple on veut faire une protéine qui est pour l'exportation, donc qui va se terminer dans une vésicule pour être euh, ex- euh, excrétée hors de la cellule, et bien en fait elle va devoir être euh, fabriquée à l'intérieur du réticulum endoplasmique. C'est pour ça qu'en fait, quand il y a des séquences signal, il y a des petites protéines qui s'appellent signal recognition proteins qui viennent en fait attacher le ribosome à un translocon, et à ce moment-là, synthèse continue dans le translocon. On a vu ce mécanisme, il faut l'étudier, hein, il faut le connaître. Ça s'appelle la translocation. Alors, on a exemple de cellules. Exemple de cellules, eh bien, on a des cellules, on va regarder quelques uns, ici l'érythrocyte, c'est-à-dire le globule rouge, hein, qui sert à transporter l'oxygène. Ici, euh, on voit c'est une glande qui produit. C'est une glande endocrine, par exemple. C'est une cellule de glande endocrine. Il va produire
ensuite quelque chose pour l'exportation, hein, puisqu'on a ici le réticulum endoplasmique rugueux, le ribosome. Ensuite, on a le réticulum endoplasmique lisse, le Golgi, et les vésicules de sécrétion et sécrétion. Il s'agit d'une cellule qui va produire la- l'insuline. C'est une cellule bêta du pancréas. Là, on a une cellule de foie, un hépatocyte. C'est une cellule très complexe. On voit ici les microcapillaires sanguins qui sont entourés de lamines comme ça, qui vont faire que c'est très, très solidifié. Et ici, on a ces sinusoïdes sont un peu élastiques. Ici, on a une cellule de Kupfer qui est un peu le gardien de l'immunité. Et on a ici des cellules d'hépatocytes qui communiquent avec le liquide interstitiel, avec le sang, avec la lymphe, avec les canaux biliaires, pour euh, faire plein de réactions. C'est un peu le cerveau métabolique hein, du corps. On a identifié plus de 500 chemins, voies métaboliques dans les hépatocytes. Ici, on a les cellules du muscle lisse. Donc, c'est actine, myosine. Ici, une cellule de muscle strié, c'est-à-dire une cellule de cardiomyocyte en l'occurrence. On a ici la l'actine qui entoure la myosine et la myosine qui coulisse autour de l'actine, hein, puisqu'on a vu dans le mouvement de contraction musculaire. Ici, on a le spermatozoïde, voilà. Ici, on a un adipocyte. Ici, on a un ovule. Et on a encore cellules d'os avec les ostéoblastes, ostéocytes, le neurone, l'astrocyte, les cellules gangliales du cerveau. Voilà quelques exemples de cellules. Euh, Bien sûr, on a toute la cytologie qu'on a loin d'avoir vu. On a vu, il y a le cytosol, c'est-à-dire le cytocole, c'est tout ce qui est pas contenu, tout ce qui est pas les organites dans la cellule. Donc c'est le liquide intracellulaire. Et on a ici, dans le cytosol, on va avoir la régulation du pH. Mais en fait, pour la régulation du pH, très important, puisqu'on est un peu plus, légèrement plus acide à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur. Donc on est un peu plus négatif ici, hein, on a moins 50, moins 30, moins 20 millivolts. On a très très légèrement plus de H+, donc comment on doit réguler tout ça? Heureusement, la réaction H2O donne H+, plus H+, donc on va faire sortir le H+, en échangeant contre un Na. En même temps, on va faire rentrer en chlore, et on peut sortir le HCO3-. Donc ça nous permet de tamponner l'acidité d'une cellule. On a, ça, je vais enlever des trucs. On a le cytosquelette. Le cytosquelette, eh bien, c'est les filaments intermédiaires qui sont un peu le cordage qui va tenir, qui va faire que la cellule va être élastique, va tenir, va permettre aux cellules épithéliales de tenir les unes aux autres, d'avoir un rembourrage en dessous de la membrane plasmique. Les filaments intermédiaires, voilà, les microtubules. Les microtubules, c'est pour tout ce qui est transport à l'intérieur de la cellule. Hein, c'est centré, c'est gouverné, centré avec les centrioles. Ça part toujours du noyau et ça va vers l'extérieur de la cellule. C'est aussi le système circulatoire de l'eau dans la cellule, système de refroidissement. On a sur les microtubules des petits transporteurs qui vont transporter des vésicules d'un comportement à l'autre. Ici, on a les filaments d'actine qui servent en fait à la motilité de la membrane cellulaire, par exemple pour faire de la phagocytose ou pour faire bouger les digitalisations de la membrane, par exemple dans une cellule de l'épithélium digestif. Ici, on voit en vert les microtubules, hein, c'est vraiment comme une chevelure. C'est vraiment tout le réseau de circulation de l'eau. C'est que des tubes d'arrosoir parce qu'ils sont creux en fait. Et ensuite, on a ici en rouge les filaments d'actine qui permet de voir un petit peu ce qui se trouve où. Voilà, ici, on a vu différents types de microtubules, hein, où c'est utilisé. On voit là, par exemple, dans le cerveau, ils sont associés à des protéines tau. Ils ont certainement un rôle dans la communication en temps réel entre le noyau et les synapses. Hein, il faut que le noyau sache tout ce qui se passe partout pour pouvoir gérer la production.
Ici, on va avoir le rôle des microtubules dans la division cellulaire, puisque les chromatides SOR vont être tirés de chaque côté euh, vers les nouveaux, enfin, les nouveaux noyaux des nouvelles cellules. Et on va avoir ici dans les, les petits bonhommes qui se déplacent sur le long, hein, sont les kinésines et les dynéines qui, en fait, vont tirer, les, servir à transporter les vésicules de, de tout à peu près. Tout ce qui va être transporté sera fait le long de cette espèce de rail qui parcourt toute la cellule. Euh, et on a ensuite les filaments intermédiaires. Alors, il y en a de très fins, ils peuvent se mettre par deux, ils peuvent se mettre faire un double enroulement pour faire vraiment des véritables cordes. Hein. Ça va être la base de tout ce qui est tout ce qui est ongles, kératine, cheveux, euh, mais également donc ça va être la peau, les cheveux, les ongles, les cellules épithéliales, les cheveux, ongles, mais aussi on va retrouver ça dans les muscles, dans les astrocytes, dans les neurones, les neurofilaments, dans les neurones, l'enveloppe nucléaire, dans les lamines d'enveloppe nucléaire, c'est très intéressant parce que c'est ce qui va enrouler le, le noyau. Voilà, c'est le noyau. Il n'y a pas en fait il n'y a pas de membrane nucléaire particulière. On va simplement recruter le réticulum endoplasmique, le long qui se trouve dans le cytoplasme, qui va venir se figer autour des lamines. C'est un peu les arceaux d'un chapiteau. Et à ce moment-là, ben, les chromosomes vont se dérouler pour donner la chromatine lâche, la chromatine dense. Seule la chromatine lâche, donc celle qui est claire, va être susceptible d'être ouverte pour la transcription en ARN messager, pour donner des protéines spécifiques à la cellule en question. On va aussi trouver des filaments intermédiaires qui seront en fait les points associés aux plaques d'accrochage pour les desmosomes qui participent à la communication intercellulaire. Et on a le réticulum endoplasmique rugueux, donc on a déjà vu que c'est ça qui servait pour la synthèse des protéines, pour les protéines qui sont soit pour devenir des protéines membranaires, soit pour devenir des protéines d'excrétion. Donc ici on a tout le réseau on voit que ce sont surtout des lamelles qui sont connectées ensemble. Hein. Même le lys est connecté d'une certaine façon au réticulum endoplasmique rugueux. Et on a là, la translocation qu'on a déjà vue. Ok. Alors, continuons avec notre cytologie ici. Le ribosome, réticulum endoplasmique lisse, pardon, réticulum endoplasmique lisse, il sert surtout pour fabriquer tout ce qui est lipides en fait. Surtout pour la synthèse des lipides et puis pour fignoler des protéines. Mais on trouve une spécialisée dans une spécialisation qui s'appelle le sarcoplasme, réticulum sarcoplasmique, qui en fait va servir, hein, puisqu'on a dans le l'actine et la myosine qui vont coulisser les unes sur les autres, et pour ça, il y a besoin de calcium. Donc ici, on a l'influx nerveux qui arrive et qui va euh, forcer la cellule à libérer, le sarcoplasme à libérer du calcium. Ce calcium va être libéré et ça va permettre à la myosine de coulisser sur l'actine. Après, il faudra récupérer le calcium, sinon les muscles restent en tétanie. Parce que tout ça, c'est relié à ce mécanisme que nous avons vu ici. Actine. Voilà. L'actine, c'est lié au mouvement musculaire. Le mouvement musculaire, c'est qu'on a en fait ici la molécule d'actine, c'est ça, une molécule d'actine ici. Elle est enroulée en hélice. Il y a des filaments de tropomyosine et il y a de la troponine. Et donc, ça forme en fait l'actine, le filament d'actine.
et ici on a la myosine, la tête de la myosine, qui est couplée à de l'ATP, qui va, lorsqu'on fait ADP plus PI, va se relever. Ensuite, en présence de calcium qui sera libéré par le sarcoplasme, on va pouvoir donner le coup de rame, et ça évidemment, donner tout le long des milliers de coups de rame de tête de myosine, tout le long de l'actine, ça va évidemment faire contracter le muscle. Voilà. L'actine est aussi utilisée dans la, la, les mouvements de déplacement cellulaire, mais aussi dans la phagocytose. Ici, on voit la phagocytose. Alors, quand on parle de phagocytose, on voit qu'ici, on a ici un macrophage qui va manger une levure, elle va l'opsoniser, il y aura un phagosome. Ce phagosome va être relié à du lysozyme, lysozyme ici, lysosome, qui va libérer des produits très acides, qui va permettre de complètement digérer toutes les protéines qu'il y a dedans, et ce qui va rester va être en fait être évacué, et les molécules qui vont pas être détruites, qui seront les identifiants polysaccharidiques de ce qui a été mangé, vont être présentés à la surface, et ça c'est le principe de base de l'immunité, c'est-à-dire que les macrophages qui mangent des parasites extérieurs vont mettre à la surface des identifiants de ce qui a été avalé, mangé, métabolisé, et ça va servir à faire à enclencher la réaction de l'immunité. Ici, on voit ici on voit beaucoup de réticules endoplasmiques lisses. On voit le noyau ici avec avec la chromatine dense qui est foncée, ici le nucléole, et chromatine claire qui elle est ouverte pour la transcription en ARN messager. Voilà. Alors on continue. Donc la cellule c'est évidemment euh, l'appareil de Golgi qui sert. On a le cis-Golgi et le trans-Golgi. Ça va servir à fignoler les protéines pour leur adjoindre des groupements polysaccharidiques pour que ce soit des jolies protéines qui ont des belles antennes de surface, notamment pour faire des immunoglobulines, mais pour bien d'autres choses aussi. Et ici, on voit le processus, qu'il y a des processus d'exocytose, on a participé au processus d'exocytose, et qu'on a des, des exocytoses qui sont constitutives, ça se fait tout seul. On voit ici en noir des protéines de membrane, hein, qui vont aller venir à la membrane. Il faut qu'on garde toujours la même orientation. On a des protéines d'excrétion ici. Et puis on a des voies de sécrétion qui sont contrôlées, c'est-à-dire qu'il y aura un signal de type hormonal ou chimique qui va permettre de contrôler la libération des vésicules par une voie hormonale en fait. Mhm. Et par exemple, ici, on a un exemple, qui est l'exemple comment est-ce que les cellules bêta du pancréas vont produire de l'insuline, vont libérer de l'insuline. C'est lorsqu'il y a trop de glucose dans le sang. Trop de glucose dans le sang, ça veut dire qu'il y aura trop de glucose, beaucoup trop de glucose à l'intérieur, ce qui va faire que ça va produire trop d'ATP. Trop d'ATP vont faire que les canaux, ça va activer les canaux qui vont faire sortir du potassium, ce qui va enclencher une dépolarisation. Ensuite, les canaux à calcium voltage dépendant, dont on sait qu'ils sont très impactés par la téléphonie mobile, vont faire rentrer du calcium. Le calcium va être envoyé, va être le médiateur qui va enclencher l'exocytose de l'insuline. Et voilà, pour le mécanisme de sécrétion de l'insuline. Les mitochondries, ce sont en fait originellement comme des bactéries qui se seraient euh, qui vivent presque en autarcie dans nos cellules, puisqu'elles se divisent par elles-mêmes, elles ont leur propre ADN, elles ont en fait une membrane externe, une membrane interne, et entre les deux, il y a cet espace interstitiel qui est très important, puisqu'il va avoir un rôle clé dans la production d'ATP. Et puis on a des ribosomes, de l'ADN et des complexes euh, enzymatiques très sophistiqués qui vont permettre de faire la respiration cellulaire aérobique. Alors je crois que je vais arrêter maintenant parce que c'est vraiment très long. Je fais un stop.